Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre magazine Santé. Bonjour, docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. Incursion aujourd'hui dans l'univers fascinant des plantes qui sont actuellement en plein renouveau, alors que les progrès de la médecine et de la pharmacologie au XXe siècle pouvaient laisser imaginer qu'elle resterait ou retournerait dans les armoires des apothicaires ou qu'elle servirait principalement à la préparation de tisanes pour bien digérer ou mieux dormir, vendues en épicerie fine ou dans quelques herboristeries spécialisées. Il n'en a rien été, bien au contraire, elles ont en effet bénéficié de leurs nombreuses propriétés médicales, de la balance bénéfice-risque, effet indésirable négatif de nombreux médicaments et de l'attrait pour une approche plus humaine et plus naturelle de la santé pour revenir dans la pharmacopée moderne. Elles bénéficient actuellement d'un bel engouement grâce entre autres à l'activité pérenne et soutenue de notre invitée, Madame Danielle Roux-Citruc. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, vous allez nous expliquer bien sûr votre engagement tout au long de cette émission, presque un combat, si on peut dire, et vous nous livrez une synthèse dans votre dernier paru, une synthèse de vos connaissances. C'est un ouvrage Mieux vivre grâce aux plantes après 50 ans, publié chez Odile Jacob. Tout de suite, on démarre avec le grand entretien, comme d'habitude, avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Daniel Roux, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous connaissons de longue date. Vous menez depuis des années, comme l'a expliqué Nicolas, un combat pour la renaissance de la phytothérapie. Vous avez créé une revue de référence en 2001, la phytothérapie européenne, dont vous êtes la rédactrice en chef. Vous êtes enseignante, organisatrice, participante très écoutée à de nombreux congrès. Et vous nous proposez, précisément chez Odile Jacob, un ouvrage à la fois de synthèse, mais aussi très pratique, de la phytoaromathérapie. Nous définirons bien sûr ces deux termes. Votre livre vient parfaitement en complément de celui du docteur François Sarkozy, notre invité la semaine dernière. Ne vieillissez pas, vivez, puisque vous proposez et expliquez comment vivre mieux et plus longtemps grâce aux plantes. Alors vous proposez une phytothérapie moderne, héritée de savoirs ancestraux, mais enrichie des avancées scientifiques actuelles et donc intégrée aux traitements médicaux conventionnels dans une approche globale et personnalisée. Tout à fait. Le résumé est parfait. Alors, on va faire peut-être pour nos auditeurs un bref historique pour arriver à votre démarche actuelle. Alors, les plantes, originellement, c'est la base de l'alimentation, mais les plantes médicinales, elles, soignent et ne nourrissent pas, en principe. Oui, bien sûr. On peut avoir un mix. Le thym est une plante médicinale dont on extrait par exemple une huile essentielle très utilisée avec des chémotypes différents. Et pourtant, on en fait des tisanes depuis la nuit des temps. Ça reste une plante très intéressante, bien qu'elle soit aussi alimentaire. Alors, vous parlez des plantes, mais le terme de phytothérapie, c'est-à-dire le traitement par les plantes, est récent. Il est introduit, en fait, au XXe siècle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce sont de nombreux médecins qui s'y sont intéressés, plus vite que les pharmaciens, ce qui était étonnant, mais l'éducation des médecins et les études de médecine comprenaient évidemment une part de l'utilisation des plantes et de la formulation qui était faite par certains médecins, bien sûr. Alors, vous expliquez dans votre livre, vous dites, on trouve des traces d'aquilée millefeuille, de camomille dans le tartre des Néandertaliens. Ça va loin. Puis ensuite, le papyrus d'Ebers, 16 siècles avant notre ère, oui. Découvert à Luxor au 19e siècle, conservé, je crois, à Leipzig, contient 877 formules. Oui. C'est la plupart étonnant. À base de plantes. Oui, absolument. J'en ai une copie, rassurez-vous. C'est très très long. Il est en Allemagne de l'Est, à Leipzig, en effet. Mais c'est vrai qu'à cette époque... Oui, absolument, en Allemagne, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'à cette époque, ce papyrus avait une importance capitale. Mais comme il n'y avait pas Internet, on n'était pas au courant à l'époque, bien sûr. Et on retrouve évidemment toutes sortes d'écrits. Et pensez quand même, on le sait, que les Égyptiens de l'Égypte ancienne... Eh bien, quand ils voulaient arracher une dent, ils donnaient de la morphine, enfin, ils donnaient du pavot. Nous, au Moyen-Âge, c'était un coup de rouge pour arracher une dent.
Du cognac, peut-être. Le docteur Mitz nous expliquera ça dans la deuxième partie, là, pour les amputations. Qu'en effet, l'historique est impressionnant. Alors, bon, je ne suis pas une grande spécialiste de l'histoire, mais c'est vrai qu'on retrouve des plantes depuis très très longtemps. Mais vous expliquez, Hippocrate, 4 siècles avant notre ère, répertorie plus de 350 plantes médicinales. Le grec Galien, alors j'en parle parce que c'est le père de la pharmacie, de la galénique. Oui. Et Avicenne, en fait, est né en Ouzbékistan. Alors, ce qui est étonnant pour Hippocrate, moi j'ai toujours ce clin d'œil, et quand ma fille a prêté serment, j'ai été voir le chef de service, et je lui ai dit, comment vous pouvez prêter serment sur Hippocrate qui ne soignait pratiquement qu'avec des plantes médicinales, alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans l'enseignement des médecins. Et il faut attendre la fin des études et une formation dans un DU pour pouvoir traiter par les plantes. C'est le côté étonnant. Je ne me suis pas abstenue d'en parler parce que je trouvais que c'était quand même très important. Et je suis convaincue que cet enseignement doit se faire dans les études initiales des médecins, au moins pour avoir une initiation de toutes ces médecines complémentaires qui peuvent aider les patients dans des conditions très intéressantes. Alors, Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, il y a évidemment une révolution pharmacologique au XXe siècle, mais à la fin du XIXe, les plantes représentent pratiquement la seule façon de se soigner. Bien sûr, tout à fait. Et alors, dites-nous peut-être un petit mot sur l'apothicaire, parce qu'il y a une grande discussion entre l'apothicaire, le pharmacien, les médecins. Oui, disons que... Le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941 sous Pétain, et donc après ne sont restés herboristes que ceux qui sont restés vivants. Le dernier survivant est décédé il y a peu de temps, mais il n'en reste pas moins que les pharmaciens étaient d'emblée herboristes. Ils gardaient donc cette herboristerie. Alors, on a parlé de l'herboristerie. Le terme aromathérapie, on l'a évoqué dans le titre, en fait, il apparaît en 1937 seulement. C'est un terme tout à fait récent. Oui. Alors, on a créé l'aromathérapie. On va en parler dans le détail, je crois, dans la deuxième partie de l'émission. C'est l'utilisation des huiles essentielles. Et des essences. Puisque le mode d'extraction de l'essence et de l'huile essentielle est un peu différent. Donc, utilisation des essences et des huiles essentielles en thérapeutique, sous une forme de traitement, avec des chémotypes qui permettent d'avoir une structure biochimique de l'huile essentielle avec des indications précises. Alors, le renouveau démarre dans les années 80-90 avec des traitements moins agressifs. C'était le lancement de Nicolas avec la vogue des médecines douces, puis des médecines alternatives et complémentaires, dont font bien sûr partie les plantes, les huiles essentielles. Et on s'intéresse à leurs propriétés préventives, neuroprotectrices, immunologiques. Des diplômes sont créés à ce moment-là. Oui, tout à fait. Les DU, le premier était Besançon, qui reste un DU de base très intéressant. Et beaucoup d'universités ont créé des diplômes universitaires de phytoaromathérapie ou d'aromathérapie pure, mais le plus souvent de phytoaromathérapie, avec évidemment l'enseignement des deux disciplines qui sont proches, puisque l'aromathérapie fait partie de la phytothérapie. C'est une des galéniques de la phytothérapie qui s'obtient par hydrodistillation, entraînement à la vapeur d'eau des plantes, des drogues, enfin des parties utilisées. Voilà, puisque vous parlez du mode de préparation, vous allez nous le préciser. Alors la phytothérapie, elle utilise les plantes entières ou des parties des plantes? Absolument, soit la plante entière, bien sûr. Alors la partie utilisée de la plante s'appelle la drogue, ou partie utilisée. Et puis on a des galéniques différentes, c'est-à-dire des poudres, des extraits secs, des extraits liquides, fluides, etc. Et l'aromathérapie, qui est la partie volatile en fait de la plante. Et les patients se procurent ces produits sous forme sèche ou liquide. Voilà, on peut avoir des teintures mères, des extraits fluides, des poudres, des extraits secs, mais à chaque fois, on a des actifs un tout petit peu différents, puisque quand on dissout dans l'eau pour une tisane, on va avoir les actifs hydrosolubles, ceux qui sont passés dans l'eau. Si on passe à l'extrait, on passe à un liquide avec une extraction, le plus souvent par l'alcool, de titres différents. Et là, on va avoir évidemment des actifs qui vont être un peu différents, comme on le fait dans la pharmacologie traditionnelle aussi. Enfin,
allopathique. Voilà, si on essaye d'être vraiment très 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 synthétique, on va après préciser sur 3 domaines que j'ai choisis de façon arbitraire parce que votre ouvrage est trop riche pour notre format. Quelles sont les grandes indications des plantes ? En général, des plantes ou de l'arbre. Alors, des plantes, je parle. Pour les plantes, alors c'est selon la galénique qu'on va utiliser des choses différentes parce que selon qu'on utilise. Alors on part de la plante en tisane avec des parties donc solubles dans l'eau, mais on a des propriétés intéressantes. Et après, c'est une question de concentration. C'est-à-dire si on fait une tisane de confort en mettant quelques plantes dans de l'eau. Là, on a... Quelle différence, Dr Rouille, entre une tisane et une infusion ? Alors, dans ce qu'on appelle tisane, qui est un mot un peu global, on a les infusés ou les décoctés. Ça peut intéresser peut-être nos auditeurs. Pour préparer un infusé, on va utiliser souvent des parties tendres de la plante, faciles à extraire en fait. Genre la feuille ? Comme la fleur, la feuille, tout ce qui est un peu tendre. Et les tiges, les racines, Alors, les racines, ça va être le décocté. Donc, avec mettons des pétales, des fleurs, on va faire bouillir 1 litre d'eau, par exemple, peser les plantes et verser l'eau bouillante. Sur les plantes, on arrive à peu près à 80 degrés environ. Là, on va laisser infuser, c'est-à-dire laisser en contact en couvrant, par exemple, et puis filtrer. Très important, il n'y a pas à boire et à manger. C'est un extrait, évidemment, une extraction par l'eau, En revanche, le décocté, c'est des parties plus dures, comme le marron d'Inde, comme l'écorce de saule ou autre. Et là, on va faire bouillir la partie de la plante, avec l'eau, toujours 1 litre d'eau, toujours en pesant les plantes pour avoir une concentration précise. On va filtrer, on va d'abord laisser infuser aussi. Donc, on fait bouillir. Ensuite, on laisse infuser pour extraire le maximum. Et puis, on filtre. Une tisane ne se conserve pas, soit on la met dans un thermos chaud, et oui, comme c'est un milieu, comme il y a de l'eau, partout où il y a de l'eau, la conservation est difficile, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des comprimés secs. Et donc, on va soit la garder dans un thermos, et on la boit telle que, soit on la met au frais, et on ne la réchauffe pas, parce que là, c'est développement bactérien. Les gens qui font une tisane, puis qui la mettent sur un radiateur en disant « tiens, ça va désinfecter ». Non, on peut désinfecter avec des huiles essentielles, on ne désinfecte pas avec une plante. Donc là, on la jette. Ou on la met au frais et on peut la consommer, mais pas très longtemps après. C'est vraiment très rigoureux. Ça, je crois que c'est important quand même, oui. Vous avez parlé donc des infusions, des extraits. On avait autrefois un produit qui était un intrait de marron d'Inde. L'intrait, c'est un produit c'est un extrait alcoolique. C'est un extrait Là, c'est également. un produit qui a existé très longtemps et qui était utilisé largement dans les hôpitaux. Vous le savez, le marron d'Inde, dans par exemple des hémorroïdes ou des problèmes aigus veineux, et avec de très bons résultats. Ça reste quand même... Le marron d'Inde, il contient de l'esculoside, de l'écine, enfin des produits qui sont anti-inflammatoires et très intéressants. Quelle différence, intrait, extrait ? Oui, mais c'était la définition, c'était un produit bien défini. Alors à partir du moment où c'est bien défini, que c'est pas un infusé ou un décocté, là ça appartient au laboratoire et il garde donc la fabrication de façon unique pour lui. Voilà, alors on va démarrer par une pathologie où les plantes font merveille, l'insuffisance veineuse. Ça me semble important de parler des vénotoniques. C'était des produits qui étaient très intéressants en prévention comme en curatif. Ils étaient presque tous, enfin beaucoup étaient à base de plantes et ils sont déremboursés en 2010 pour SMR, service médical rendu insuffisant. Oui, alors ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste aujourd'hui. Savoir que ces produits qui étaient largement prescrits pendant plusieurs générations, que ce soit le ginkgo biloba, l'extrait qu'on avait dans le Tanakan, dans le ginkgo fort, que ce soit en effet l'ensemble de ces vénotoniques qui étaient donnés systématiquement avant l'été, 3 mois avant l'été, pour aider évidemment à avoir des vaisseaux en meilleur état et les transformer en produits ne rendant pas le service qu'on attend d'eux. C'est un peu dommage parce que les angiologues aussi en parlent en disant que c'est très dommage. Mais alors, il est vrai que quand un produit est remboursé, d'abord, il perd un peu de son prestige, de son aura.
puisqu'on se dit, et moi je sais qu'il y a eu une officine pendant quelques années, je me souviens qu'à l'époque on me disait, vous ne me donnez que ce qui est remboursé. Donc c'est quand même caractéristique. Alors ça change un peu. Les gens commencent à se rendre compte que ces produits-là ont rendu service pendant des générations. Alors ils sont appelés peut-être petits produits parce qu'ils présentent peu de toxicité, encore peu. Il y a des contre-indications, donc il faut les connaître. Et étant en vente libre, ils sont consommés par les patients de façon parfois un peu anarchique, avec un risque pour le patient. Donc, vous l'expliquez, Madame Roux, vous dites 18 millions de personnes souffrent de troubles circulatoires, 10 millions des varices, 5% évoluent vers des ulcères, et on considère que les médicaments qu'on leur donnait étaient des médicaments de confort. Oui, non, moi je pense qu'ils étaient tout à fait actifs, mais comme ce sont des molécules, ils étaient faiblement dosés, c'est ça. Eh bien, il fallait les prendre suffisamment longtemps, donc ça nécessite aujourd'hui un coût supplémentaire pour le patient qu'il veut bien avoir ou pas. Et pour la sécurité sociale. Et donc, beaucoup d'économies pour la sécurité sociale. Mais il n'en reste pas moins que c'est dommage parce que si ça aboutit à des pathologies plus lourdes, c'est quand même intéressant de les prendre. Les angiologues, certains angiologues s'y intéressent. Ils sont phytothérapeutes, parfois sans le savoir. Malgré tout, parfois ils les prescrivent. Mais étant prescrit par un médecin... Eh bien, c'est pas la même chose que quelqu'un comme vous qui connaisse bien. Par exemple, les vénotoniques, vous dites certains sont vénotoniques et stimulent les fibres musculaires de la paroi, d'autres diminuent la perméabilité et accroissent la résistance, d'autres fluidifient le sang, le ginkgo que vous mettez à part et que vous avez cité tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le ginkgo biloba, il est connu. C'est un extrait très particulier qu'on retrouve à la fois dans le Tanakan et dans le ginkgo fort. Ils sont donnés pour 2 indications différentes, mais c'est la même molécule. Et c'est des produits qui sont extraordinaires, mais seulement moi je dis de les arrêter en cas d'intervention quelques jours avant pour éviter, parce qu'ils ont un effet un peu fluidifiant, anti-agrégant plaquettaire. Et donc, il faut donc les connaître. Je pense que ça nécessite quand même le conseil d'un professionnel, même s'il s'agit de produits qui sont considérés comme peu toxiques, mais il y a des indications, comme tout produit, comme tout médicament, des contre-indications. Tous ces produits-là avaient une AMM lourde au même titre qu'un antibiotique ou un anticancéreux. Donc, il ne faut pas prendre ces produits à la légère. Et je pense que demander conseil à un spécialiste, formé de préférence, bien sûr, c'est quand même très bien, bien sûr. Il y a beaucoup de médecins qui pratiquent la phytothérapie actuellement. Écoutez, de façon très agréable, d'abord au niveau de ma revue, on a plus de médecins que de pharmaciens abonnés. Donc ça, c'est quand même intéressant. D'autre part, je vois bien qu'au niveau des formations que je donne, là, je reviens hier de Vals-les-Bains, au cœur de l'Ardèche, magnifique région que je ne connaissais pas. Et j'ai plus de médecins que de non-médecins. J'ai une infirmière, enfin peu importe, mais j'ai plus de médecins. Donc ça veut dire même qu'on a parmi quand les même... jeunes générations. Oui, un peu plus jeunes, et ça c'est quand même intéressant. Je crois alors qu'au niveau de l'homéopathie, l'âge, les jeunes s'y intéressent peut-être moins. Au niveau de la phytothérapie, on a des médecins jeunes qui trouvent que tout de même, il y a des tas de choses à apprendre et à retrouver et qui leur permettent d'améliorer au moins le confort du malade et puis parfois même de diminuer les risques. Je vois bien que lorsqu'on a nous-mêmes, quand on prend de l'âge, les vaisseaux se fragilisent avec l'âge, bien sûr. On voit moins de jambes lourdes quand on est jeune que quand on est plus âgé. On voit moins de varices, il y a les grossesses, il y a tout ça qui entre. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, en prenant de l'âge, comme ça s'aggrave, comme ça va pas dans le bon sens, et que l'avancement de l'âge est pas si... Enfin, ça fait pas tellement longtemps qu'on a ces âges un peu... Bien qu'il y a toujours eu des centenaires, mais enfin, il y a une certaine quantité de personnes qui atteignent pour être en bon état, parce que je le mets dans mon bouquin, la France fait partie des pays où on a beaucoup de gens qui atteignent des âges importants, mais pas en bonne santé. On est 23e. Donc là, il y a pas mal de choses à faire pour continuer à prendre de l'âge, parce que ça, c'est bien. Mais je crois que c'est pas intéressant de prendre de l'âge et en étant vraiment dans une santé médiocre et de souffrir continuellement. Et ces produits-là, pris à temps, même sous une forme préventive, c'est un peu étonnant de dire on va avaler des choses avant même d'être malade, ça c'est un peu compliqué à comprendre. Eh bien, on se rend compte qu'au niveau des vaisseaux, il ne faut pas attendre que les pathologies s'aggravent, qu'on ait une phlébite ou autre chose, même une phlébite superficielle, mais il faut
peut-être tonifier ces vaisseaux. Le fragon, par exemple, est très spécifique puisqu'on parle de la saison. On l'appelle le petit hou parce que, en fait, c'est pas un hou, mais en fait, les feuilles sont aplaties, sont des tiges aplaties, c'est unique. On appelle ça des cladodes et on voit la fleur qui pousse directement sur la feuille parce que la feuille n'est pas une feuille, c'est une tige aplatie. Eh bien, ce fragon, absolument extraordinaire, il est d'autant plus actif qu'il fait chaud. Ça agit sur des récepteurs, adrénergiques, peu importe, ça marche beaucoup mieux qu'il fait chaud. Donc en ce moment, prendre du fragon pour éviter les jambes lourdes. Voilà un conseil. Le deuxième domaine dont je souhaiterais parler, beaucoup utilisent les plantes pour le drainage. Alors c'est une notion surtout appréciée et défendue par les naturopathes, les rassurantes en raison des problèmes environnementaux, de l'omniprésence des perturbateurs endocriniens et des métaux lourds. Oui. C'est une notion qui existe. Oui, j'en ai parlé dans mon bouquin, j'ai un peu hésité. C'est vrai que quand on parle du foie, par exemple, c'est normalement un filtre naturel qui travaille très bien. Parfois... Il n'y a pas besoin de drainage. Il n'y a pas besoin de le drainer. Il n'en reste pas moins que quand on a certaines pathologies qui sont hépatotoxiques, que lorsqu'on a passé 2 ou 3 soirées un peu trop arrosées, on s'aperçoit que ces plantes vont aider le travail sans se substituer au travail du foie, s'il est en bon état. Ils vont pouvoir aider le travail du foie et on s'aperçoit que lorsqu'on a des ados qui font des mononucléoses, certains qui ont des hépatites A ou des choses comme ça, où il y a une espèce de grande fatigue, on donne par exemple des hépatoprotecteurs comme le chardon-marie. La spécialité, c'est le légalon, qui est une spécialité avec une AMM, tout à fait classique. Et c'est vrai que les résultats, on le fait régulièrement, c'est assez impressionnant. Au bout de quelques jours, ils sont mieux, ils reprennent le lycée, l'école. Donc, c'est quand même intéressant, sans remettre en cause. Mais c'est vrai que les médecins, les praticiens, souvent me disent « mais à quoi ça sert ?» La détox, c'est un abus de langage ou c'est vraiment une réalité ? Il n'en reste pas moins qu'on va aider des organes qui vieillissent un peu à aller mieux. Il n'est pas question de se substituer au travail de ces organes. Par exemple, au niveau de la peau, parce qu'il n'y a pas que le foie, il y a le foie, il y a le rein, il y a la peau. Au niveau de la peau, on a une plante comme la bardane qui est éliminée au niveau de la peau. Et donc, on le voit, c'est très clair. Un petit ado et même une personne plus âgée a un acné, a un problème au niveau de la peau. Le produit étant éliminé par la peau, on voit les symptômes s'aggraver au début et puis après, ça va mieux. Voilà, pour les auditeurs, ils trouveront pour la peau, on trouvera pour les reins l'orthosiphon, la piloselle, pour le foie, simplement du radis noir. Et contre les toxiques environnementaux et les métaux lourds, eh bien, les chlorelles et le silicium organique. Voilà, on fait une pause. Et puis, on reprendra. Et on continue la discussion, bien sûr, avec Daniel Roux-Citruc. Mieux vivre grâce aux plantes après 50 ans. Si on a plus de 50 ans et qu'on part sur une île déserte, quelle est l'huile essentielle qu'on prend en priorité? C'est la question impossible, juste avant la mi-temps. Daniel Roux. On emmène le livre. On emmène le livre. Ben voilà, c'était la bonne réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. À tout de suite pour la deuxième manche. Du coup, on a passé les petits coups. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Et on continue la discussion même hors antenne. Ça, c'est très intéressant. La mi-temps était très très chaude. De toute façon, les meilleures émissions, c'est hors antenne finalement. Mais quand même, on va continuer cette discussion pour cette deuxième partie avec Daniel Roux-Citruc. Mieux vivre grâce aux plantes après 50 ans. On se disait d'ailleurs hors antenne qu'il y avait combien 75% des patients qui ont utilisé au moins une fois un traitement à base de plantes. Alors, on n'a pas parlé, Serge, pour terminer cette première partie, par rapport les plantes, l'usage par rapport au sommeil, et c'était important quand même. Pas seulement par rapport au sommeil, Nicolas, mais par rapport aux troubles de l'humeur, enfin par rapport à l'utilisation trop systématique qu'on fait des psychotropes, donc les tranquillisants, les produits de l'humeur, les antidépresseurs et les produits pour dormir. Est-ce que les plantes constituent une alternative intéressante ? Tout à fait. Alors, je crois que là, on est vraiment majeur. D'abord, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en Suisse. Alors, pourquoi la Suisse ? Donc, moi, j'ai une très bonne relation avec les Suisses francophones parce que la Suisse ne faisant pas partie de la CEE, ils ont beaucoup de médicaments qui sont prescrits, préparés par des pharmaciens et remboursés. Donc, on est sur tout à fait autre chose, ce qui nous permet de nous rendre compte un petit peu, donc ça évolue beaucoup. Et là, j'ai eu un article là, sur ma revue récemment
d'un psychiatre qui m'a expliqué qu'au moment de la Covid, elle a eu des problèmes pour s'approvisionner en benzodiazépine, sans donner le nom. Eh bien, elle avait 55 patients qui en prenaient régulièrement. 15 d'entre eux ne voulaient pas entendre parler de quoi que ce soit. Les autres, elle leur a proposé de diminuer les benzodiazépines, il n'y en avait pas assez en plus, et de passer à la passiflore. Elle a fait un travail uniquement sur un extrait. Pour nos auditeurs, les benzodiazépines sont les tranquillisants les plus courants. Voilà, les anxiolytiques, on va dire, et qu'on utilise abondamment. Il doit y avoir 12 ou 14 molécules différentes. Et donc, elle s'est aperçue que sur les 40 personnes qui ont pris de façon substitutive, elle en a 25 qui ont abandonné les benzodiazépines pour continuer avec la passiflore tout le long de la journée. Une dose toutes les 4 heures pour avoir un effet de couverture de la journée. C'est quand même super intéressant. Bon, c'est un cas unique, mais cette passiflore, elle est de plus en plus intéressante parce que précisément, elle a cet effet anxiolytique et on ne dort pas avec la passiflore. Tandis que si on prend du houblon ou de la valériane, c'est vraiment un hypnotique. Alors après, les gens pensent qu'ils vont prendre une dose puis qu'ils vont dormir et puis que c'est fini. Alors, il va falloir les tester. Alors, moi, je fais des doses de prémédication, c'est-à-dire, je dis, on prend une gélule au dîner pour avoir cet effet myo-relaxant et 2 gélules au coucher. Après, on peut associer à d'autres plantes, parce que certains ont des difficultés d'endormissement. Vous parlez de l'escoldia dans votre livre. On donne de l'escoldia en difficulté d'endormissement. Et quand on a des réveils précoces, on donne plutôt de la passiflore. Donc, on va faire, par exemple, passiflore au dîner et même toute la journée. Et puis valériane au coucher, et petit à petit, au bout de quelques jours, on arrive à une amélioration. Si on n'a pas pris d'autres traitements avant. Et les bourgeons de tilleul, puisque le tilleul est une plante qui fait dormir, les bourgeons de tilleul, c'est une forme particulière de la phytothérapie ? Oui, le tilleul, avec les bractées, avec lesquelles on a des résultats assez intéressants, même en tisane. Mais à ce moment-là, il faut une tisane d'au moins 4%. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, 4%? Ça veut dire 40 grammes par litre d'eau. Donc on pèse. Si on veut avoir une efficacité, une concentration suffisante en actifs. Et quand on les achète en vrac, on le sait, on pèse, tout le monde a une petite balance à la maison. Ceux qui ont fait Weight Watcher pour maigrir, enfin tous. Alors on parle depuis le début de cette émission du renouveau depuis Néandertal, du renouveau de l'utilisation des plantes. Est-ce qu'elles sont considérées par les pouvoirs publics comme de vrais médicaments, ces fameuses plantes C'est très variable. Je pense, peut-être certains des pouvoirs publics pensent que c'est intéressant, mais comme on a des molécules de plus en plus onéreuses, et on le sait, ne serait-ce qu'en oncologie, on doit le prix de certains injectables, dont les patients ne se rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent plus le prix des médicaments, on se dit que peut-être c'est une façon de faire des économies, mais il faudrait expliquer que préventivement, et on le voit dans mon livre, on peut avoir des résultats intéressants. Dans ces problèmes de sommeil, c'est vraiment dommage de ne pas essayer parce que c'est un peu moins simple. Hein. Il faut se prendre en charge un petit peu, mais c'est formidable les résultats qu'on obtient. Il y a des plantes qui ont une action sur l'humeur, qui sont des antidépresseurs. Oui, il y a eu beaucoup de discussions à propos du millepertuis. Oui, non, là, il faut être... Alors là, je suis complètement opposée. Beaucoup de laboratoires mettent du millepertuis à dose exonérée dans les produits. Le millepertuis, en Allemagne, il est utilisé de façon systématique. C'est un véritable antidépresseur. Mais c'est un inducteur enzymatique, ça veut dire que lorsqu'on prend un autre médicament avec... Il y a des interférences. Et que c'est des médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dangereux, on va avoir une diminution de l'efficacité. Donc ça, le millepertuis, il devrait être prescrit par des médecins, des psychiatres autres. En Allemagne, c'est le cas. En Suisse, c'est systématique. Alors en revanche, on a des plantes qui sont comme le safran, par exemple. La question de Nicolas, donc le millepertuis serait un vrai médicament. Moi, je pense que c'est un produit. On a certaines plantes, et dans les huiles essentielles, c'est encore pire. On a des produits agressifs, et je pense qu'ils devraient être sous le contrôle de professionnels pour des problèmes de sécurité. Pour le reste, peut-être que l'automédication est possible, sachant que les patients, il y en a qui se forment de plus en plus, qui vont chercher l'information où ils peuvent. J'ai même du grand public, ma revue, elle est professionnelle, mais j'ai un tout petit peu de grand public qui est abonné. Et je me dis, c'est quand même un peu technique, ça les intéresse. Donc c'était ma question suivante, comment se repérer dans l'offre pléthorique de la pharmacologie, des lobbies, et c'est en s'informant soi-même, c'est un petit travail qu'on doit faire. C'est la question qu'on me pose souvent quand je donne des conférences grand public. Vous savez ce que je réponds ? Demandez-leur s'ils ont suivi mon cours. Il me dit, mon pharmacien, est-ce que je peux faire appel à lui ? J'ai dit oui.
s'il a suivi mon cours. Non, s'il a suivi une formation, s'il est compétent et que ça l'intéresse. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les patients. Alors, ils vont voir des naturopathes le plus souvent. Madame Roux, il y a peu de médecins là maintenant qui continuent à faire de la phytothérapie. Il y a peu de pharmaciens qui connaissent véritablement et qui peuvent faire du conseil. Et du coup, développement de solutions qui sont des solutions grand public, on va dire. Voilà, c'est ça. Il faut éviter quand même de faire n'importe quoi. Et on a toujours peur, nous, que des patients fassent n'importe quoi, qu'il y ait un accident et qu'on nous supprime la plante. C'est surtout ça. Le vrai danger, c'est quand on utilise une huile essentielle, c'est le dosage. Absolument. Alors l'huile essentielle, c'est un extrait. Ouais. C'est la partie volatile de la plante, excessivement concentrée. Ouais. Certaines huiles essentielles à phénol, comme par exemple des choses que connaît le public, comme le clou de girofle, il y a de l'eugénol dedans, c'est un phénol. C'est agressif pour la peau, les muqueuses et le foie. Donc, on y va mollo. On ne fait pas n'importe quoi. Deux, trois. Alors non, sur une dent carriée le vendredi soir, lorsqu'il n'y a plus un dentiste, un là bon anesthésique local, c'est ça. Voilà, là on peut prendre un petit peu d'huile essentielle de clou de girofle sur un coton-tige. On va le mettre dans la dent et pas sur la gencive, parce que ça brûle, bien sûr. Et là, ça va vous sauver, parce que vous allez pouvoir attendre lundi, et votre dentiste va vous dire c'est pas si grave. Non, je plaisante, mais c'est pas loin. Un mot juste avant d'accueillir, mais il est déjà là dans le studio, Vladimir Mitz. Un mot peut-être sur les fleurs de Bach, parce qu'elles sont, vous faites la grimace, elles sont connues, elles sont très connues. C'était une invention du docteur Edward Bach, 1886-1936, créateur des élixirs floraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Le plus connu, c'est le Rescue. C'est quoi? C'est un dépannage pour la vie de tous les jours. Alors, je vais vous dire, moi, c'est vrai que j'étais très restrictive parce que ce ne sont pas les actifs, c'est le comportement de la plante dans la nature qui est un peu en lien avec le comportement de l'individu. Alors, on est loin de mes... Le mode de préparation est quand même très ésotérique. Voilà. Et moi, j'en parle pas du tout dans mon ouvrage. Pas du tout, parce que je suis pas compétent. Ce que me disent certains pharmaciens, que c'est les patients prennent ça, c'est en danger, et ils vont mieux, pourquoi pas. Alors, on va me dire, c'est l'effet placebo. Je suis même pas sûre. Mais je ne suis pas assez compétente pour ça. Non, moi, j'essaie de rester quand même très rigoureuse sur les plantes ou les extraits de plantes qui ont fait l'objet, à l'époque, beaucoup étaient des médicaments à eux-mêmes, et aujourd'hui en Suisse, sont des médicaments à part entière. Donc là, on est quand même sur quelque chose de rigoureux. Voilà. Donc pas d'effet placebo sur utilisation 2 gouttes d'huile essentielle pour un trouble de l'humeur, par exemple. Ça fonctionne. Eh ben vous savez, Serge, que la chirurgie esthétique également utilise des huiles essentielles. On en parle tout de suite avec le docteur. On va voir, Vladimir va tout nous raconter. À tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour Vladimir. Chers amis, bonjour. Alors, pour faciliter la cicatrisation dans votre pratique de chirurgie esthétique réparatrice, est-ce que qu'y a-t-il d'utile dans votre pratique? Eh bien, on avait déjà discuté un petit peu de la cicatrisation des plaies et des plantes, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment me focaliser sur 2 plantes, qui sont vraiment hyper demandées par nos patients. Attention, Vladimir, vous êtes face à une grande spécialiste française. Voilà, d'une part, l'arnica et d'autre part, l'aloe vera. Parce que tous les patients, après une opération, donc le bistouri, nous disent « Mais docteur, vous m'avez opéré, et qu'est-ce que je peux faire pour mieux cicatriser ?» Et puis, si on l'oublie, nous, ils nous disent « l'arnica !» Alors, on va y venir tout à l'heure. Et le prennent volontiers avant l'intervention. Ah oui. Et puis après, ils nous disent « Mais docteur, j'ai une copine qui a vraiment merveilleusement cicatrisé. Elle a utilisé l'aloe vera. » Alors c'est vrai que pour nous, scientifiques, chirurgiens, ça n'évoque pas grand-chose, on n'y connaît rien. Alors je voudrais quand même rétablir une vérité scientifique sur la cicatrisation. C'est quoi la cicatrisation? Imaginez que là, malheureusement, vous êtes coupé un petit peu le bout de doigt. Alors vous le regardez, vous levez le doigt en l'air, et il y a un premier mécanisme qui survient, qui est que le sang va s'arrêter. Pourquoi le sang s'arrête? Parce qu'il y a dans le bouchon, en quelque sorte, de sang qui sort, des plaquettes et de la thrombine qui vont entraîner une croûte de coagulation, et ce sont surtout nos plaquettes qui le créent.
Et puis ensuite vont commencer la vraie cicatrisation. La cicatrisation, c'est la réparation des plaies. Si nos voitures pouvaient cicatriser des rayures, ça serait formidable. Non, mais nos tissus humains peuvent cicatriser. Et pour cicatriser, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord ce qu'on appelle une inflammation. C'est-à-dire que les cellules qu'il y a sous la peau vont crier au secours et à ce moment-là, il y a une transmission qui se fait pour amener un maximum de globules, du sang, des globules blancs et puis d'autres cellules qui vont en quelque sorte faire l'appoint comme les pompiers, les camions vont arriver. Et puis tout ça va entraîner une inflammation, c'est-à-dire qu'il va falloir amener beaucoup de matériaux, et donc les vaisseaux sanguins vont se dilater, et la plaie va devenir un petit peu rouge. Et puis ensuite, il y a les ouvriers qui viennent pour la construction, le collagène, les fibres élastiques qu'il faut réparer. Et donc tout ça, c'est toute une logistique, et c'est là où on se dit que peut-être, depuis tellement longtemps, les hommes préhistoriques que vous mentionniez, jusqu'aux grands savants de 2000 ans avant Jésus-Christ, qui soignaient les plaies, et les Égyptiens, les Galéniciens, ont quand même constaté qu'il y avait certaines plantes qui pouvaient amener une amélioration. Dans son livre, Vladimir, excusez-moi de vous interrompre, dans son livre, le docteur Roux explique que les animaux, autrefois, utilisaient les lianes pour la cicatrisation. Encore aujourd'hui. Dans la nature, pour cicatriser. C'est incroyable et extraordinaire. Et donc nous, quand on est chirurgien, qu'est-ce qui se passe ? Les patientes nous parlent donc de l'arnica. Alors l'arnica, si je ne me trompe, c'est une jolie fleur jaune qui pousse un petit peu, pas partout, à la montagne, dans les montagnes, voilà. Les plantes des montagnes. Et quand elle est depuis de tout temps apparemment, mais surtout à partir du XVIe siècle, l'arnica a servi sous différentes formes pour essayer de mieux cicatriser les plaies, et surtout une fois que la plaie était terminée. Et je voulais vous demander d'abord en ce qui concerne l'arnica, on viendra après à l'aloe vera, mais quel est votre sentiment là-dessus ? Parce que j'ai regardé les études scientifiques sur l'arnica, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des études sur des souris, il y a eu aussi des études intéressantes qui ont été faites chez des marathoniens. C'est-à-dire qu'il y a une centaine de marathoniens d'un côté, 200 de l'autre, et quand ils avaient mal ou des hématomes au niveau des chevilles, ceux qui avaient prescrit les études ont comparé l'évolution pour avoir un grand nombre de sujets, et finalement, ils ont montré que c'était un peu efficace. Voilà. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je pense que c'est très bien. Alors, l'arnica, comme le calendula, on n'utilise pas la plante. Le calendula, c'est le souci, hein, c'est ça ? C'est le souci des jardins. Parce que je vois qu'il l'a noté, le calendula, donc c'est bien. Donc les deux s'utilisent par macération de la plante dans l'huile, et donc on l'expose en général au soleil pour augmenter un peu la température. C'est un extrait lipidique, donc c'est en général. Après, on peut le préparer, il y a beaucoup de gels aussi qui sont préparés à base d'arnica, mais en général, on extrait de cette façon-là, en faisant une extraction lipidique. Parce mais c'est vrai les athlètes dont parlait Vladimir, effectivement, utilisent l'arnica gel, en fait. Voilà, tout à en fait. Gel. Hein, en tout gel. À fait. Parce qu'il y a l'homéopathie aussi, hein, mais en gel, c'est vrai qu'il donne de bons résultats. Après, il y a d'autres plants, le calendula aussi, mais on a pas mal de plants. Et l'aloe vera en particulier, il a des propriétés extraordinaires. Oui. Nous, on avait essayé sur des blépharoplasties, c'est-à-dire des opérations des paupières, qui sont donc, normalement, elles devraient évoluer pareil des deux côtés. Sur un côté, de mettre le gel et pas l'autre. Mais le problème, c'est que même si on met rien... mon cher Vladimir. Oui, mais c'était pas non plus quelque chose qui mettait la vie en danger. Mais finalement, parfois, quand on opère et qu'on ne met rien, les patientes font un bleu d'un côté, un hématome d'un côté et pas de l'autre. Et donc, ça n'a pas de signification. On ne sait toujours pas si c'est efficace, mais psychologiquement, c'est indispensable parce que les patientes ont besoin, pour se rassurer d'une opération, de savoir qu'on va faire quelque chose pour les aider. Alors, j'en viens à un deuxième problème, c'est l'aloe vera. Alors, l'aloe vera, j'ai eu la surprise en allant aux Canaries de voir que c'était une spécialité locale. C'est une espèce de pin parasol en miniature de tiges et de fleurs, et qui a une particularité spéciale, c'est que les feuilles ont une certaine viscosité, elles ont une certaine épaisseur, on dirait une escalope. Et en fait, l'aloe vera est appliquée sur des plaies, et depuis aussi de tout temps, on a remarqué, on pensait que ça faisait du bien. Alors pourquoi est-ce que ça le boxeur de comme Guy Bedos. Voilà. Et alors pourquoi ça fait du bien? Pour plusieurs raisons apparemment. Il y a beaucoup d'eau dedans, et puis il y a plein de principes actifs, et c'est un petit peu ça que j'aimerais que vous Oui, en fait, disiez. dans l'aloe, en fait, c'est comme un cacté, hein.
Et comme toutes les cactées, vous avez en effet des mucilages qui captent l'eau pour permettre à la plante de vivre longtemps sans eau, déjà. Et donc, c'est ça qu'on va... Et quand vous coupez la feuille d'aloe, vous avez 2 parties. Vous avez une partie qui est un laxatif violent et qui contient de l'aloïne. Et vous avez une autre partie qui contient précisément, c'est ce gel qu'on va récupérer et qu'on retrouve en pharmacie. Vous avez aloe vera, 99%. C'est un gel d'aloe vera complètement pur. Et nous, on l'utilise comme base d'utilisation. On mélange avec des huiles essentielles qui favorisent aussi la cicatrisation. Et c'est vrai que lui-même, le gel, a des propriétés cicatrisantes, des propriétés lifting anti-âge. On les utilise sur la peau parce que lorsqu'il a un peu séché, il va lifter la peau. Vous parliez d'esthétique, plus ou moins. J'interviens dans le DU de Lydia Houry, d'esthétique, de médecine anti-âge. Et donc, on leur en parle de toutes ces plantes-là, bien sûr, parce qu'ils trouvent qu'on a une efficacité et puis surtout une amélioration même de l'état de la peau, même sur la peau saine. Donc, c'est assez intéressant. Alors, nous, notre réaction, c'est de se dire, quand une patiente ou un patient va utiliser ces différents produits, c'est qu'il veut déjà, lui, prendre soin de sa plaie ou de sa cicatrice. Donc, ce soin qu'il apporte, c'est un peu comme une femme de ménage dans son appartement. Le fait de passer l'aspirateur, c'est déjà plus propre. Et de ne pas laisser la plaie simplement évoluer d'une façon brutalement nulle, et je m'en occupe pas, j'ai des croûtes, et je me douche pas, et je me lave pas. Donc, déjà, ce soin est très important. Et maintenant, la question reste posée sur le plan scientifique. Quel est le pourcentage d'amélioration qu'apportent ces différentes traitements par les plantes et par les huiles essentielles? Je pense que, en vous écoutant, on a confiance, au moins dans la non-nocivité, si ce n'est peut-être dans l'efficacité de ces produits. Je crois que c'est quand même intéressant, bien sûr, moi, je pense. Il y a combien de plantes en tout, alors, qui sont des plantes soignantes? On parle de 400 plantes. Oui, ça doit être à peu près ça, je ne sais pas trop, franchement. Je n'ai jamais compté le nombre de plantes, d'autant plus qu'on a de nouvelles qui arrivent, d'autres qu'on utilise moins. Il y a quand même des essais en double aveugle qui sont faits, par exemple sur l'échinacée. Et en particulier en Suisse, où je travaille avec eux un peu de façon plus proche, l'échinacée, ils ont participé au congrès d'Utrecht sur la résistance aux antibiotiques. Et l'échinacée est un immunostimulant remarquable lorsqu'il est préparé correctement. Et on peut le donner aux enfants avec une préparation adaptée. Et c'est quand même intéressant de stimuler l'immunité avant d'être malade. Je crois que vraiment c'est très intéressant. Non. Et là, il y a un essai clinique vraiment important sur 6500 patients. Donc, c'est pas rien. Mais vous savez, ça coûte très cher, les essais cliniques. Entre les individus, parce que même dans les essais... Moi, j'ai aussi travaillé un peu dans l'industrie. Entre les essais cliniques classiques, on a des individus à peu près identiques. On n'est jamais identique. Et la plante à côté, elle est jamais identique à elle-même, puisque vous savez qu'un lot de plantes, même si ce sont les mêmes au niveau des actifs majeurs, on a toujours toute une partie qui est un peu différente. La plante, regardez, avec la température qui change, vous pensez bien que les plantes vont s'adapter. Elles sont comme nous, elles sont vivantes. On n'est pas sur des molécules isolées. C'est la pharmacognosie, ça. Parce que ça existe. Encore aujourd'hui, on isole la morphine, bien sûr, du latex du pavot. C'est très bien. On peut isoler des actifs. On isole le taxol et taxotere de l'IF. Ça, on sait faire. Là, on a des molécules uniques. Quand on utilise une molécule, même un extrait, il y a des quantités d'actifs. Pour pouvoir faire un véritable essai clinique en se disant que ces actifs évoluent selon les plantes parce que c'est vivant et parce que c'est pas complètement identique, vous imaginez les difficultés qu'on peut avoir. C'est un peu compliqué. Et puis d'autre part, les plantes, pour les laboratoires, ça les intéresse pas. Une plante, c'est vivant. Tout le monde peut l'utiliser. Ça passe dans le domaine public. On ne peut pas breveter, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a des difficultés. Mais si on pouvait le faire, on pourrait montrer une véritable efficacité comme un autre médicament, sachant que les vénotoniques, tout un tas de plantes ont été utilisées avec les mêmes propriétés, la même garantie, la même AMM que d'autres plantes. La nature est une pharmacopée géante. Quels sont les différents modes d'administration, à la fois de la phytothérapie et puis de l'aromathérapie, des huiles essentielles? Il y a plusieurs modes, c'est important de le dire. L'aromathérapie, c'est relativement récent. Les essais, il y a des congrès entiers maintenant d'aromathérapie clinique. Donc, aromathérapie, mettre dans des petites fioles des huiles essentielles. Voilà, on met des huiles essentielles, il faut très bien les protéger.
il faut les protéger de la lumière, mais surtout de l'oxydation de l'air, parce que ce sont des molécules, des phénols, des alcools, des aldéhydes, qui par oxydation ménagée peuvent devenir des acides ou parfois des peroxydes. Donc ça peut devenir agressif. Donc il faut les protéger de la lumière et de l'air, de l'oxygène de l'air. Comme toute molécule vivante, il faut s'adresser à elle comme un produit vivant. Mais aidez-nous à le choisir, cette aromathérapie. Comment on choisit? Parce que, encore une fois, c'est pléthorique. Quelles huiles essentielles utiliser? Quelles sont les grandes indications des huiles essentielles? Alors, c'est principalement les problèmes infectieux, non? Voilà, c'est surtout des anti-infectieux. Et on a très bons résultats dans un certain nombre de pathologies virales. Un petit bouton d'herpès, un syndrome grippal. On a vraiment, lorsqu'on le fait correctement, les résultats sont vraiment spectaculaires. On voit une amélioration très rapide. Donc c'est une stimulation de l'immunité, c'est pas un effet antibiotique en fait. Non, c'est un effet. Alors on a certains actifs qu'on isole d'huile essentielle, on fait des aromatogrammes. Ça existait à une époque, maintenant on peut les faire en Suisse, en Belgique, peu importe. Mais on montre avec un aromatogramme, c'est-à-dire on a une boîte de pétri, on fait pousser les bactéries, et puis on va mettre des papiers imbibés d'huile essentielle, et on va mesurer le halo de destruction comme un antibiogramme. Et on va pouvoir choisir l'huile essentielle adaptée. Mais elles sont à large spectre pour beaucoup d'entre elles. Et ces huiles essentielles à large spectre, à phénol, aldéhyde, etc., comme le thym, thymol, la carvacrole, ils ont des effets thérapeutiques, même lourds. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Vous mettez en garde contre l'automédication chez les plus fragiles, chez les enfants, voilà. Chez les nourrissons, il faut faire attention. On voit des choses ahurissantes, des mamans. J'avais assisté, j'ai passé sur la 2 une fois. On voyait, moi je parle de précaution d'utilisation, puis en deuxième partie, on voit une maman masser son bébé avec des huiles essentielles. J'avoue que j'étais un peu choquée quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. En revanche, en ce qui concerne la cicatrisation, on a l'huile essentielle de lavande, qui est même son identité même, la lavande vraie, parce que des lavandes, il y a lavandula vera, vrai, lavandula qui s'appelle aussi angustifolia, mais on a le lavandin qui est un hybride entre la lavande vraie et la lavande aspic. Donc je veux dire, quand on ne connaît pas, on ne peut pas entrer à la pharmacie et dire « donnez-moi une huile essentielle de lavande ». Il y en a 3 ou 4 différentes. Et puis surtout, pour terminer, il nous reste 1 minute à passer ensemble. Désolé. Surtout ne pas les prendre dans leur forme sèche, c'est-à-dire il faut toujours les accompagner, ne jamais les déposer sur la peau, ne jamais les avaler comme ça par voie orale, ne jamais... Elles sont parfois irritantes pour la peau. Voilà. C'est très très concentré. Mais pour revenir à la lavande, puisqu'on parlait de chirurgie esthétique, la lavande, ça a été une des premières huiles essentielles à lavande vraie, mélangée à de l'extrait lipidique de millepertuis ou de l'aloe vera sur une cicatrisation qui passe pas assez vite, eh bien, on améliore vraiment la lavande vraie. Elle a cet effet cicatrisant, anti-inflammatoire, et elle est banale et elle est très peu agressive, on peut la mettre sur la peau. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on a tout dit, docteur Serge Rafal? Parce qu'il nous reste les chirurgiens sont parfois jugés sur la qualité de la cicatrice, mon cher Vladimir. Donc sur le choix de la lavande qu'ils vont prescrire. Et ben voilà. L'avenir est à la plante. Voilà, ce sera la conclusion de... Méthode du passé, peut-être méthode d'avenir, c'est ça? Oui, moi je crois. Je crois qu'on aura des molécules pour les traitements lourds qu'il faudra utiliser parce qu'elles permettent de progresser aujourd'hui, et c'est évident. Mais pour tout ce qui est accompagnement, pour tout ce qui est, par exemple, problème de sommeil, pour des veines fragiles, je crois que la phytothérapie reste... Daniel Roussitruc, Mieux vivre grâce aux plantes. Après 50 ans, était avec nous. On peut plus remercier le docteur Vladimir Mitz, on peut plus remercier le docteur Serge Rafal, et on peut remercier à la réalisation Serge Surpin. À la semaine prochaine, c'était passionnant. Merci Daniel Roussitruc. Merci. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.